Bonjour, bienvenue au Contrepoint de la santé. Je suis très heureux de vous retrouver. Les élections régionales devraient avoir lieu les 13 et 20 juin prochains, à moins qu'elles ne soient décalées. Covid oblige. Nous le saurons que le 1er avril ou peut-être avant, après l'avis du conseil scientifique. Quoi qu'il en soit, la santé sera au cœur des élections régionales, comme elle a été au centre du grand débat organisé dans les régions par le président de la République en 2019. Certes, la santé ne fait pas partie des compétences des régions, mais la crise sanitaire a rebattu les cartes et se repose ainsi avec force la problématique de l'organisation des soins et de la santé dans les territoires et le rôle de chacun avec un objectif de clarification et d'efficacité. Pour en débattre, le président délégué de Région France, François Bonneau. Bonjour François Bonneau, qui représente ici toutes les régions et qui est aussi le président de la région Centre-Val-de-Loire et membre du Parti socialiste. Les sujets sont nombreux, François Bonneau, la gestion de la crise sanitaire dans toutes ses composantes bien sûr, mais aussi les déserts médicaux, l'hôpital, la dépendance, la santé publique et la prévention. Quel rôle pourraient jouer les collectivités territoriales et les régions en particulier? Après avoir passé en revue les difficultés les plus flagrantes, nous débattrons de la gouvernance du système de santé. Quelle place pour les régions, les départements et les communes et bien sûr les ARS? Faut-il une déconcentration ou une décentralisation? Le sondage BVA réalisé pour les contrepoints de la santé et que nous détaillera Odile Peixoto montre bien que les Français sont pleins de bon sens. Ils souhaitent que tout le monde travaille ensemble, tout simplement. Avec Pascal Morel, avec Renaud Degas, Françoise Millet et Nathalie Ratel, avec Emmanuel Tay et Quentin, nous vous proposons ce débat sur la Web TV des contrepoints de la santé avant de nous retrouver physiquement. Ce débat a été enregistré dans les conditions du direct ce jeudi 25 mars dans la matinée. Merci à nos partenaires, BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, MSD et Point Vision. Pascal, première question. Président Bonneau, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Nous savons que la région Centre-Val-de-Loire est une région d'équilibre, une région de beauté et d'équilibre. Philippe dit de bon sens. Nous allons le voir ce matin peut-être avec vous. En revanche, c'est aussi une période de violence que nous vivons, une période de violence sanitaire. Est-ce que le président de la région, le citoyen que vous êtes, est inquiet aujourd'hui? Nous sommes en pleine crise sanitaire. Quelle est la situation chez vous? En tant que président et en tant que citoyen, oui, très préoccupé dans la période, très préoccupé puisque le pourcentage de lits occupés dans nos hôpitaux est à un niveau élevé, puisque nous sommes dans la limite de l'Île-de-France avec des départements comme l'Eure-et-Loire, comme le Loiret. Nous sommes bien évidemment dans cette dynamique de l'épidémie, et donc un vrai problème puisque pour le moment nous ne parvenons pas dans cette troisième vague, nous ne parvenons pas à un contrôle de la situation. Monsieur Bonneau, quel est l'état des hôpitaux là? Alors, il y a deux gros hôpitaux, Tours et Orléans, mais il y en a d'autres également. Plus de 90% à l'échelle de la région, plus de 90%, 91% hier soir, des lits de réanimation occupés. C'est donc dire que la situation est véritablement préoccupante avec, je vous le disais, des départements qui sont dans la périphérie de l'Île-de-France, avec des taux également élevés sur le Loir-et-Cher, sur l'Indre-et-Loire. On va parler de Tours aujourd'hui pour le CHU. Ce sont des départements qui sont largement concernés par ces réalités. La proximité, Monsieur Bonneau, la proximité avec l'Île-de-France particulièrement touchée, confinée. Alors on ne sait pas si c'est tout à fait un vrai ou un faux confinement, mais foin des polémiques, mais pour une chose aussi sérieuse dans votre région, est-ce que vous prenez des initiatives particulières? Oui, on prend des initiatives, mais en même temps, la perméabilité quotidienne avec l'Île-de-France, elle est réelle. Un grand nombre d'habitants de cette région travaillent quotidiennement en Île-de-France, et les liens sont permanents. Dans cette région, nous sommes mobilisés depuis la première heure. C'est une des régions qui s'est engagée très fortement dans la première phase, le premier confinement, pour en sorte qu'on puisse disposer de matériel, d'équipements personnels
et nous avons acquis 6 millions de masques distribués à des hôpitaux, à des EHPAD, distribués à des entreprises qui en avaient véritablement besoin. Aujourd'hui, nous faisons en sorte que toutes les préventions puissent être mises en place. Et en même temps, il faut vivre avec cette épidémie. Il faut vivre avec cette épidémie. Il faut que les écoles puissent continuer à fonctionner. Il faut que l'activité économique puisse continuer à se faire. Mais Monsieur Bono, parce que très concrètement, pendant ces crises, la première crise, la deuxième, maintenant la troisième, est-ce que les régions en général, et vous en particulier, vous avez été une sorte de supplétif de l'État? Qu'est-ce que vous avez fait très concrètement? Vous avez acheté des masques, des respirateurs, ou est-ce que, compte tenu de la crise, est-ce que vous avez conquis de nouvelles responsabilités, de nouvelles compétences sur le terrain, en fait? Non, on n'a pas conquis de nouvelles compétences. Il y a une loi qui est censée préparer ça, qui est la loi 4D, s'agissant des compétences. Et je regrette aujourd'hui très concrètement que cette loi 4D, alors qu'à l'évidence, l'espace régional est l'espace pertinent pour organiser la dynamique de soins, cette loi 4D ne mette pas véritablement fortement les régions en responsabilité. C'est vraiment quelque chose. Pendant la crise, qu'est-ce que vous avez fait alors? Pendant la crise, concrètement? Oui, concrètement, pendant la crise, nous travaillons notamment avec l'ARS pour faire circuler l'information. Nous développons des services publics. Nous avons mis en place la gratuité du transport pour les personnes dans les zones rurales qui viennent se faire vacciner. Nous accompagnons cela dans une responsabilité qui, comme vous le savez, est aujourd'hui une responsabilité de l'État qui mérite véritablement d'être complétée par une reconnaissance de la responsabilité des compétences des collectivités territoriales et notamment des régions. Monsieur Bono, ça, sans entrer dans le détail de vos propres relations avec votre agence régionale de santé et avec la préfecture, mais est-ce que vous avez le sentiment que quand même l'organisation est assez, comme on dit, huilée, ou alors il y a quand même entre vos différentes institutions des problèmes de coopération? Décrivez-nous un petit peu concrètement comment les choses se passent. La coopération sur le terrain en termes d'information, elle fonctionne. Nous avons des relations autant que nécessaire avec l'ARS, avec en termes d'information, avec la préfecture de région. Nous travaillons là-dessus et dans ce cadre-là, au moment de la crise, ce qui manque aujourd'hui le plus, on le sait, sur la problématique de la vaccination, c'est bien évidemment le produit. C'est le produit. Voilà, c'était ma question. Quelle est la situation vis-à-vis de la vaccination dans votre région? Est-ce qu'il y a des manques de vaccins toujours? Il y a des centres qui pourraient fonctionner à un rythme supérieur si la disponibilité des vaccins était avérée. C'est quelque chose qui se vit en région Centre-Val de Loire comme quasiment partout en France. Les lieux de vaccination ont été mis en place avec une implication de collectivités territoriales. Je vous le disais, la région en accompagnement pour le transport sur les zones rurales et la gratuité du transport sur les zones rurales. Il semble que nous allons avoir dans la période qui vient des grands centres qui pourraient être ouverts pour accélérer le processus de vaccination. Mais le premier levier actionné, et nous souhaitons tous qu'il le soit rapidement et massivement, c'est la disponibilité du vaccin. Une grande majorité désormais de nos concitoyens sont complètement acquis à l'idée de la vaccination. Vous en êtes sûr, Monsieur Bono, cela? Vous en êtes sûr? Oui. Parce que, oui. Franchement... Une majorité. Quand je suis sur le terrain, moi, je rencontre pas des gens qui me disent Monsieur le Président, on ne sait pas si on doit se faire vacciner. Je rencontre des gens dans les tranches d'âge qui sont les tranches d'âge concernées fortement, qui disent c'est trop difficile. Moi, je peux vous citer ici des gens qui ont fait 100, 120, 150 kilomètres parce qu'ils avaient trouvé une place dans un centre de vaccination pour se faire vacciner, pour emmener à la vaccination, accompagner à la vaccination.
un grand-père, une grand-mère, un père, une mère. Donc, il y a une vraie volonté. Monsieur, il y a une vraie volonté. Bono, quel est votre jugement sur les polémiques? Excusez-moi, je vous ai coupé, mais nous sommes en liaison avec Orléans. Quel est votre sentiment sur les polémiques qui sont nées, qui n'ont pas l'air de tout à fait disparaître entre les professionnels de santé, je vaccine pas, qui doit vacciner, le médecin, le pharmacien, l'infirmière, enfin, vous connaissez tous ces débats. Comment le grand ordonnateur régional que vous êtes regarde ça? Vous savez, moi je suis un humaniste concret et pragmatique. En tant qu'humaniste, je dis que les découvertes scientifiques qui ont été faites par des grands laboratoires devraient être versées très rapidement dans le domaine public pour que dans une région comme la mienne, qui est une grande région de la production pharmaceutique, on puisse mobiliser tous les supports pour la production de vaccins. Je pense aujourd'hui à ce que nous avons entendu hier sur les radios, quand il a été établi que le pourcentage de vaccins qui arrivait, par exemple, en Afrique était inférieur à 1%. Quand on mesure ça et qu'on sait qu'il y a une pandémie, on voit les risques de ces populations, on voit qu'il est complètement stupide de penser qu'on pourrait se protéger durablement dans les pays développés en restant indifférent à la détresse humaine d'une part. Mais scientifiquement, on sait que si on a des régions du monde qui n'ont pas de vaccin, eh bien, on aura des variants, etc., et on n'arrivera pas au bout de cette épidémie. Donc, c'est très important. Monsieur Bono, oui, en tant que crise mondiale, il faut que nous ayons, par rapport à la recherche scientifique, par rapport aux grands groupes industriels, nous ayons une position très très forte. Il faut vraiment qu'on fasse tourner à plein toutes les possibilités. Dans ma région Centre-Val de Loire, je me réjouis que 2 unités de pharmacie de production pharmaceutique vont être dans les semaines qui viennent, vont être des lieux de production, mais il faut aller plus loin. C'est une absolue urgence à l'échelle mondiale, à l'échelle de la planète. Oui, c'est important parce que sinon, de toute façon, on n'arrivera pas à juguler l'épidémie. Au niveau, monsieur Bono, au niveau de... Je voudrais simplement dire par rapport à la question de la vaccination, c'est le même réflexe, je suis pragmatique. Je pense que le temps n'est pas celui de la bisbille entre l'hôpital et la médecine de ville, entre la médecine de ville et la pharmacie. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Il faut aller vite, il faut aller très vite, sans quoi on aura des variants qui vont nous dépasser. Et donc, que tous les moyens soient mobilisés dans l'absolue proximité des territoires. Une personne qui a 85, 90, 95 ans, si on veut qu'il n'y ait pas de réserve, il faut en effet certainement que le pharmacien puisse vacciner. Il faut en effet que le médecin qui est le médecin de proximité puisse vacciner. Donc, n'ayons pas les mauvais réflexes dans cette période. Le bon réflexe, c'est celui de l'humanisme. Le bon réflexe, c'est celui du pragmatisme. Merci, Monsieur Bono, de tout cela. Vous avez tout à fait raison. Je pense que votre avis est assez partagé, mais c'est important de le rappeler. Mais la vaccination sur les territoires est un bon exemple quand même d'organisation, je dirais même de nouvelle organisation de la santé et des soins en France. Alors, finalement, est-ce que ça se passe pas trop mal? Un grand nombre de doses de vaccins vont arriver la semaine prochaine, paraît-il, Pfizer, BioNTech. Est-ce que entre l'État, les collectivités territoriales et les professionnels, les acteurs, est-ce qu'en fin de compte, ça va pas se mettre en marche et est-ce que ça va pas être une sorte de réussite? Quel est votre regard au niveau de la région? Mais je le souhaite infiniment que ce soit une réussite. C'est mon vœu le plus cher. Pour ça, il faut quand même considérer que si on met pas vraiment tous les acteurs en responsabilité dans une région comme Centre-Val de Loire, on s'en sortira pas. Pourquoi? Mais c'est une région dans laquelle nous avons aujourd'hui un quart de la population qui n'a pas de médecin référent. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs sur lesquels progressivement les médecins sont partis. Un quart de la population. Donc il faut que nous répondions à cette réalité. Il faut qu'on ait une grande diversité des lieux de vaccination. Et il y a des départements qui ont pris des initiatives en la matière, etc. Les collectivités sont mobilisées, la région est mobilisée. Il faut que Monsieur Bono, excusez-moi. Vous allez créer alors 2 ou 3 questions. Vous allez créer des vaccinodromes. Comment vous allez faire? On va revenir évidemment à l'organisation de la médecine libérale dans votre région, mais je voulais vous interroger pour, je ne sais pas si on peut clore ce sujet, le président de la République, Emmanuel Macron, a
semble-t-il, ce matin, reconnu d'ailleurs dans un journal grec, que l'Europe, je sais que vous êtes européen, ou en tout cas proche dans vos écrits et dans vos engagements, comment avez-vous quand même jugé, avant que nous reparlions de régionalisation, déconcentration Europe, comment avez-vous jugé notre politique européenne en la matière? Et puis on en viendra un peu dans les questions d'organisation de votre région. Elle a été au départ assez conséquente. On a cru comprendre que les responsables de l'Europe, la Commission, au-delà les chefs d'État, avaient une vision qui était une vision solidaire, à la fois en matière de production et en matière de mise à disposition. Ensuite, dans les faits, on a quand même la problématique avec les Britanniques qui est posée assez fortement, et je ne suis pas sûr que nous ayons aujourd'hui toute la cohésion nécessaire. Moi, j'en appelle à la cohésion, mais je redis ce que je disais tout à l'heure. Il faut que l'Europe s'organise pour que tous les pays de l'Europe puissent avoir le plus vite possible les vaccins disponibles, parce que c'est à ce niveau-là que la question est posée. La France doit prendre sa place, complètement sa place, et il faut que l'ensemble des pays européens pensent également le reste du monde. La problématique de l'Afrique est une problématique importante. On reviendra sans doute, parce qu'évidemment, il est difficile de faire une émission comme la nôtre sans parler et revenir sur ces questions de vaccination, ces questions de crise sanitaire qui perturbent tout le monde, professionnels et citoyens. Pour autant, dans votre région, vous avez été très actif sur les maisons de santé pluridisciplinaires et notamment sur des rapports particuliers entre la médecine de ville, l'État et votre région. On dit que vous avez 100 maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est un chiffre assez important. Alors d'abord, comment ça marche ? Dites-nous un peu qu'est-ce que vous en attendez. Est-ce que ça, finalement, avec le recul que vous avez maintenant, est-ce que ça améliore l'organisation de la médecine de ville, essentielle, évidemment? Monsieur Bonneau. Les MSP, les maisons de santé pluridisciplinaires, sont aujourd'hui complètement essentielles pour faire vivre la médecine de ville, la médecine libérale et la médecine de ville sur les territoires et sur la grande diversité des territoires. Je le dis en observant avec notamment les jeunes professionnels de santé. Aujourd'hui, quasiment plus aucun jeune médecin n'envisage de s'installer de manière isolée dans un local qu'il louerait ou qu'il achèterait, etc. La médecine pratiquée de manière isolée ne correspond plus à ce que souhaitent les médecins et notamment les jeunes médecins. Et ce sont les maisons de santé pluridisciplinaires qui permettent de travailler à plusieurs, qui permettent de joindre le soin et le diagnostic. Vous avez le sentiment que ça fonctionne? Vous avez le sentiment que ça fonctionne? Vous arrivez à recruter? Votre région est plutôt une région attractive ou au contraire, il y a des coins difficiles? Monsieur Bonneau, ce qui nous intéresserait dans tout ça, c'est le rôle des régions. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez fait des contrats avec l'État, au-delà des ARS, directement, avec le préfet de région. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la région fait pour les déserts médicaux, pour l'hôpital, pour l'autonomie, la dépendance, pour la prévention? Très concrètement, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous voudriez faire surtout? Est-ce que la région va de fait, même s'il n'y a pas de compétences écrites et même si ça peut revenir dans la loi en discussion au Parlement 4D, quel est le rôle des régions dans la santé? Très concrètement. Alors, pour faire le lien avec ce que nous disions s'agissant de l'organisation territoriale de la médecine de premier recours, de la médecine de ville. Vous l'avez dit, la région fortement engagée, en lien avec l'État, mais très fortement engagée financièrement pour la construction de ces 100 maisons de santé pluridisciplinaires, et nous allons les porter à 120. Et aujourd'hui, ce sont 380 médecins qui travaillent au sein de ces maisons de santé pluridisciplinaires sur le territoire, et je vous assure que ça compte très fortement, qu'on aurait une pénurie de médecins très 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 difficile si nous n'y parvenions pas. Monsieur Bonneau, ça c'est vraiment la région, qui a initié ça. C'est la région qui a pris l'initiative.
qui a voté une délibération, qui a travaillé avec l'ARS pour la localisation de ces maisons de santé pluridisciplinaires, qui est allé travailler avec l'État en demandant à l'État de mettre également de son côté, dans le cadre des contrats de plan État-région, une somme importante. En gros, une maison de santé pluridisciplinaire, c'est quoi sur le plan financier? Quand si ça coûte 1 million d'euros à construire, vous aurez 500 000 euros qui seront apportés par l'État et la région, 25%, 500 000 euros qui seront apportés en subvention pour la construction. Le reste va être emprunté par une communauté de communes qui va construire, qui va être maître d'ouvrage, et le loyer payé par les professionnels permettra à la communauté de communes de rembourser son emprunt. Donc c'est une Monsieur initiative. Boulot, ça marche alors ça marche aujourd'hui cette organisation. Donc 100 maisons sont déjà 100 maisons sont déjà construites et nous allons porter à 120. Ce que nous voulons de plus, c'est parvenir à ce que les habitants de cette région qui n'ont pas aujourd'hui de médecins référents puissent en avoir. Il faut ces maisons de santé pluridisciplinaires et puis il faut entendre, et ça va certainement intéresser les professionnels de la santé qui nous regardent et qui nous écoutent. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que parmi les jeunes qui sont internes dans nos CHU, un nombre important ne souhaite pas s'installer directement dans le cadre de l'activité libérale, que ce soit isolément, je l'ai dit, mais même en maison de santé pluridisciplinaire. Que parmi ces jeunes, il y a une partie qui pense à un exercice salarié de la médecine. Ça n'était pas vrai dans les mêmes proportions il y a quelques années. Et donc, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait complémentarité entre les jeunes qui veulent aller à l'exercice libéral, et c'est super, et des jeunes qui veulent aller vers l'exercice salarié. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer, c'est la seule région qui, pour le moment, les fait, de créer 150 postes de médecins salariés, 150 postes de médecins salariés, que nous allons, avec l'ARS, projeter sur le territoire, dans une trentaine de centres de santé, où on aura cette fois-ci non pas des libéraux, mais des salariés, une trentaine de centres de santé, avec ces médecins qui seront salariés par un groupement d'intérêt public qui est en lien avec la région et que nous avons créé, et qui vont compléter, il s'agit de compléter pour qu'on ait la couverture la plus systématique possible du territoire. Oui, pour expliquer à effectivement nos auditeurs et téléspectateurs, vous avez des prérogatives, les régions, dans la formation. Alors la formation des soignants, des paramédicaux, des infirmiers notamment, dites-nous un petit peu. Mais je voulais aussi vous entendre sur vos relations avec les universités médicales. Quelles initiatives prenez-vous? Quels sont vos projets en quelques mots, pour bien comprendre un peu ce que fait la région? Des liens très forts avec notre CHU. Tout d'abord, pour les illustrer, nous avons très directement financé la construction des amphithéâtres de la fac de médecine, puisque, bien que ce soit pas une responsabilité de la région, il y avait une pénurie en la matière. Je veux que notre université, notre fac de médecine soit attractive, et donc on a participé très directement au financement de ces amphis. Mais au-delà, nous travaillons étroitement, d'abord pour faire en sorte que plus de médecins soient formés. Par le passé, on a insuffisamment formé de médecins dans nos régions. On paie le prix de cela aujourd'hui. Et nous sommes partis d'une situation qui était une situation complètement ridicule et catastrophique. Moins de 100 médecins formés dans cette région par an dans les années 90. On en paie le prix aujourd'hui. Des évolutions progressives qui ont porté à 250, et aujourd'hui nous travaillons avec le doyen de la fac de médecine pour que il y ait dès 2021 300 médecins qui soient formés. On n'est plus dans le numerus clausus, on est dans le numerus apertus, peu importe le nom, il faut que nous augmentions le nombre de médecins formés, et nous travaillons fortement avec le doyen pour cela. Deuxième élément, il faut que les internes soient répartis sur le territoire pendant l'internat. Et pour cela, la région finance très directement des postes de chef de clinique assistant sur les différents hôpitaux, tête de file, chef de file dans les départements, 20 chefs de clinique assistants pour que nous puissions avoir un accueil des internes dans ces hôpitaux et que nous ayons une répartition territoriale. Et au-delà de cela, vous dire que
nous avons sur tous les bassins de vie financé la mise en œuvre de contrats de santé. Nous finançons les professionnels qui aident à l'élaboration de ces contrats. Nous finançons la mise en place des communautés professionnelles de territoire de santé, des CPTS, pour que on ait vraiment une organisation de santé qui soit très structurée, très huilée, et que les professionnels de santé se sentent véritablement dans ce rapport hôpital-médecine. Monsieur Bonneau, vous n'avez pas de compétences de par la loi, mais vous avez beaucoup d'activités dans la santé, manifestement. Il y a deux sujets encore qui nous tiennent à cœur, c'est l'hôpital, bien évidemment, et le vieillissement de la population et la dépendance. Sur l'hôpital, vous êtes un peu exclu dans le conseil de surveillance. Est-ce que vous êtes vraiment représenté? Qu'est-ce que vous souhaiteriez de plus? Et puis, sur la dépendance, l'autonomie, c'est surtout le département et la CNSA, avec la création de la 5e branche. On ne s'y retrouve pas du tout, c'est très compliqué pour les Français. Alors, hôpital, dépendance, quel est votre rôle et qu'est-ce que vous souhaiteriez pour que ça marche mieux? On voit bien que l'hôpital est en souffrance et que l'autonomie, la dépendance est aussi en difficulté. Mais tout d'abord dire que en matière de santé, comme dans beaucoup d'autres domaines de l'intervention publique, tout ce qui se déciderait exclusivement à Paris avec une verticalité tombant sur le territoire, ça ne marche pas. Et le point de vue de nos concitoyens, il est très éclairant à cet égard quand ils disent que la maille régionale est très certainement la maille au sein de laquelle il faut décider de la mise en œuvre des politiques de santé. Nous demandons une association très forte, un lien très fort entre État et région dans les ARS. Nous avons fait des propositions qui étaient des propositions de coprésidence d'ARS entre préfet de région et président de région, par exemple, de manière à ce que... Mais ça sera jamais accepté, ce copilotage d'ARS. Ça n'a pas été accepté. Pour le moment, nous siégeons de manière marginale, sans pouvoir peser, et il faut donc aller vers une meilleure représentation des élus des territoires au sein de ces ARS, c'est absolument indispensable. Alors, avant de parler, de demander à Odile Peixoto ce que pensent les Français sur cette organisation, juste sur le vieillissement de la population et sur la dépendance et l'autonomie, c'est le département, c'est pas vous. C'est le département et nous ne demandons pas, parce qu'il faut là-dessus une assez bonne proximité. On ne demande pas de responsabilité sur l'autonomie. Les départements conduisent en la matière des politiques publiques et des politiques d'accompagnement qui me paraissent bien développées, qui sont lourdes, parce que le problème lourde financièrement, exigeante sur le plan de l'innovation, parce que le problème du vieillissement et de la perte d'autonomie se pose et va se poser dans des proportions et dans des nombres qui vont aller bien évidemment en augmentant. Et ce sur quoi je veux insister, c'est la formation des professionnels. On n'en a pas parlé, c'est le cœur de responsabilité, des régions au départ. Je suis entré dans cette problématique de la santé par la responsabilité qui est la responsabilité de formation des infirmières, formation des kinés, formation des aides-soignantes. On en parle beaucoup aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, lorsque nous avons pris la responsabilité, lorsque la responsabilité a été donnée aux régions à partir de 2007, nous avons constaté que le nombre d'infirmières formées était beaucoup trop faible. Dans une région comme la mienne, nous étions à 800, on est passé à 1200, 50% de plus, et nous allons passer d'ici 2025 à une augmentation jusqu'à 1500 infirmières formées, parce que c'est le besoin. Même Monsieur Bonneau, il y a aussi le problème d'attractivité quand même des professions, des missions, les infirmières, les aides-soignantes, etc. Est-ce que la région, pour améliorer l'attractivité de ces métiers, fait quelque chose? Oui, quelque chose en termes de sensibilisation des personnes qui peuvent aller vers ces métiers. On le fait à la fois en termes d'information sur les métiers en direction des jeunes. On le fait aussi en termes de formation. Si on prend, faut prendre toute la chaîne. Si on prend la chaîne des aides-soignants, par exemple, eh bien, nous avons des formations d'aides-soignants qui sont rémunérées pour pouvoir et au plus près des territoires. Moi, j'ai déconcentré totalement ces formations d'aides-soignants. Il faut pouvoir former à l'échelle des sous-préfectures, à l'échelle des bassins de vie.
Vous avez l'impression, Président Bonneau, vous avez l'impression que ces métiers sont attractifs, on arrive à attirer les jeunes, ou alors il y a un phénomène peut-être de désintérêt? Est-ce que la crise actuelle est plutôt un facteur facilitant ou au contraire de crainte? Alors, l'image de ces métiers, en effet, elle est aujourd'hui marquée par ce que nous vivons. Nous voyons le quotidien finalement de ces professionnels de santé et on mesure à quel point il est exigeant, engageant et parfois difficile. Toutefois, pour les recrutements d'infirmiers, infirmières, nous avons un nombre de candidats qui est sensiblement supérieur au nombre de places que nous offrons. Et pour les formations d'aides-soignants, dès lors qu'on les projette sur les territoires, qu'on les rapproche des personnes, à cet égard, moi, j'ai créé des développements de formation inclusive. C'est-à-dire quand il y a des besoins sur un territoire, je demande aux instances, aux institutions et aux employeurs de chiffrer cela et de participer aux formations que nous projetons sur les territoires. Monsieur Bonneau, écoutons maintenant peut-être Pascal. Monsieur Bonneau, on va passer la parole aux Français et on va écouter Odile Peixoto. Vous verrez, c'est très intéressant et peut-être ça va bien dans votre sens. On écoute Odile Peixoto. Souhait et espoir des Français. Ravi de faire ces petits commentaires des contrepoints de mars 2021. Donc, première question, notre baromètre de confiance en l'action du gouvernement en matière de santé. Et là, on a 40% des Français qui jugent que l'action du gouvernement va dans le bon sens. Et c'est effectivement un résultat extrêmement stable depuis le mois de juin dernier. En ce qui concerne notre thème, puisqu'aujourd'hui, c'est à quel niveau les décisions en matière de santé doivent-elles être prises? Est-ce que c'est au niveau de l'État, comme c'est aujourd'hui beaucoup le cas, ou est-ce qu'il doit y avoir un redéploiement et plus de transfert aux collectivités territoriales? De manière globale, les décisions concernant la santé et son organisation sont prises par l'État. 41% des Français jugent que ça doit continuer comme ça. 59% souhaiteraient que ces décisions soient prises au niveau des collectivités territoriales. Alors, à quel échelon? On s'aperçoit que 38% voudraient que ce soit surtout au niveau de la région, 21% au niveau du département, 6% seulement au niveau de la commune. Donc, c'est les collectivités territoriales, mais quand même élargies. Et 35% qui maintiennent que ça doit se prendre au niveau national. Ça, c'est de manière globale. Ensuite, le sondage, et vous pourrez vous y référer puisque le niveau d'intervention est demandé pour chaque élément. Finalement, il y a un certain nombre de thèmes qui ont été testés, donc notamment tout ce qui concerne le remboursement des frais, le reste à charge. Ça, globalement, les Français plébiscitent le niveau national à 68%, 32% voudraient que ce soit fait au niveau des collectivités territoriales. Tout ce qui est organisation des soins, les urgences, la coordination médecine ville-hôpital, l'organisation de la médecine en ville, là, on a des scores très, très forts de 75% et plus pour les collectivités territoriales. Et finalement, la prévention et le dépistage, c'est un peu partagé, ainsi que les mesures sanitaires concernant la crise de la Covid, c'est partagé. Donc, tous les acteurs doivent s'impliquer sur ces thèmes-là. Pour terminer, donc, il y avait une question concernant la notoriété des ARS. On a 81% des Français qui déclarent connaître, ne serait-ce que de nom, les ARS. Et on leur demandait, en fait, ces ARS, aujourd'hui, on leur disait, elles dépendent aujourd'hui de l'État et du ministère de la Santé, elles sont chargées du pilotage régional du système de santé. Selon vous, de qui doivent dépendre les ARS? En majeur, 44% des Français nous disent des deux, de l'État et des régions. Ensuite, on a 34% qui nous disent ça doit dépendre des régions car elles doivent s'adapter aux besoins sanitaires de chaque région. Et on n'a que 22% qui déclarent que ça doit dépendre de l'État pour veiller à la cohérence des politiques de santé sur tout le territoire. Voilà en quelques mots et vous aurez des résultats plus détaillés si vous consultez l'intégralité du sondage, notamment pour avoir des infos sur le fameux niveau régional qui va occuper les esprits pour les prochaines élections. Je vous remercie.
Voilà. François Bonneau, comment vous réagissez? Vous voyez que les régions sont bien placées dans peut-être le cœur des Français, en tout cas dans la raison des Français. On est au cœur de la problématique de la gouvernance. C'est compliqué. Ça ne va pas être les régions qui vont gouverner. Vous n'allez pas tous vous mettre autour d'une table entre les régions, les communes, les départements, l'État. Quelle est votre vision de cette gouvernance? Vous dites copilotage, préfet de région, président de région. Donnez-nous votre vision, la vôtre bien sûr dans votre région, et aussi en tant que président délégué de Région France. Alors tout d'abord, sondage très intéressant, très éclairant, qui montre que nos concitoyens d'abord apportent une grande considération à ce sujet de la santé. Il est majeur pour eux et ils ont raison de le présenter comme majeur. Ça conditionne tout le reste, l'attractivité des territoires, le développement économique, etc. Deuxième élément, ils sont pleins de bon sens. Ils sont pleins de bon sens parce que dans ce domaine comme dans d'autres, ils savent très bien qu'une décision prise à Paris et qui tombe sur le territoire à travers une ARS qui n'aurait à répondre que devant le niveau national, que devant le ministère, ça n'est pas une organisation moderne, réactive, attentive aux réalités, à leur réalité, à la réalité de leur territoire. Ils sont déterminés et je trouve intéressant qu'ils positionnent l'espace régional, la responsabilité régionale comme la responsabilité certainement première, puisque quand on fait la somme de ceux qui souhaitent le pilotage région-État et de ceux qui souhaitent le pilotage exclusivement région, on arrive dans le sondage que vous nous avez à l'instant commenté, on arrive à 78%, plus des trois quarts, 44% plus 34%, à 78% de nos concitoyens qui disent que les régions doivent prendre une part très significative dans le pilotage du système de santé. Le pilotage du système de santé, c'est bien évidemment des aspects d'organisation par rapport à la crise, mais c'est aussi la formation. La formation, si les régions avaient été, je vous dis ça aujourd'hui, si les régions avaient été en responsabilité, jamais on n'aurait accepté qu'il y ait un effondrement aussi dramatique du numerus clausus, du nombre de médecins formés dans les dernières décennies. Alors, on n'aurait pas comment organiser, Pascal, comment organiser ce pilotage? Parce que ça, c'est des intentions, mais très concrètement, comment l'organiser entre les différentes structures? C'est des réalités, ce ne sont pas des intentions. Quand je vous dis à l'échelle d'une région, quand on est volontariste sur ce sujet, on a pu faire une carte de 100 maisons de santé pluridisciplinaires, on est capable de travailler avec les techniciens de l'ARS pour avoir 30 centres de santé qui soient implantés, ce sont bien des réalités. Comment l'organiser? Eh bien, il faut l'organiser, en effet, en ayant une région qui a une vraie responsabilité et qui travaille étroitement avec les territoires, qui travaille étroitement avec le CHU, qui travaille étroitement avec les métropoles et agglomérations sur lesquelles nous avons des hôpitaux, qui s'intéressent au développement de l'accès aux soins et dans la ruralité et donc avec les représentants des territoires. Il ne faut pas que la région, si demain elle a une responsabilité importante en la matière, décide de tout seul. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une décentralisation. Une décentralisation, c'est mettre le citoyen au cœur de la décision publique et donc ceux qui le représentent. Vous employez un terme fort parce que quand on fait de la politique, décentralisation, ça n'est pas déconcentration, ça n'est pas régionalisation. Je voulais vous interroger sur l'expérience que vous retirez de cette crise. On a vu nos voisins allemands et italiens, qui sont évidemment plus régionalisés. Finalement, est-ce que c'est plutôt mieux ou moins bien? Quel est votre sentiment dans la gestion, évidemment, de la crise que nous traversons? Et puisque j'ai la parole, est-ce qu'on voit bien que sur les questions de financement, les Français n'ont pas l'air très enthousiastes pour donner, vous savez ce que l'on appelle, c'est un peu technique, les ORDAM, c'est-à-dire les objectifs régionaux de dépenses de santé. Ils n'ont pas l'air très convaincus de vous donner totalement leur bourse en la matière. Alors, pour bien préciser sur votre première observation, pour bien préciser, mon propos n'est pas de dire que l'État n'a pas de rôle à tenir dans la matière, pas du tout. Mais je pense que des décisions prises à Paris par des ARS qui tombent sur le territoire sans qu'elles soient en aucune manière travaillées avec le territoire et avec ceux qui le représentent,
ça n'est plus tenable. Et je pense qu'il faut, comme vous l'avez dit d'ailleurs, une articulation de la déconcentration, c'est-à-dire que le pouvoir de l'État, il ne se décide pas exclusivement à Paris, mais il est également organisé sur le territoire avec des ARS qui seront à la fois dans la prise en compte des enjeux du territoire et des objectifs nationaux. Ensuite, les régions ont une responsabilité, on le voit, pour que nous puissions avoir un déploiement organisé entre les hôpitaux, un déploiement organisé entre médecine de ville et hôpital, pour que nous puissions avoir une articulation entre la formation des internes, la formation des médecins, la formation des infirmières et les besoins du territoire. C'est vraiment refondé dans une articulation nouvelle entre responsabilité de l'État et responsabilité décentralisée une articulation nouvelle qui nous permette de relever le défi. On a vraiment un défi à ce niveau. Monsieur Bonneau, vous avez été auditionné par le Parlement dans le cadre de la MEX, la mission d'évaluation des politiques de sécurité sociale, ainsi que Xavier Bertrand. Et on voit une communauté de pensée sur cette organisation des régions. Alors, est-ce que ça résulte d'une vision partagée, en particulier sur l'ORDAM? Xavier Bertrand, qui va être candidat à la présidence de la République, soutient l'idée d'un ORDAM. Les Français considèrent dans leur sagesse peut-être que c'est bien que ça soit au niveau national. Est-ce que donc voilà mes deux questions. Est-ce qu'il y a une vision commune droite-gauche et est-ce que vous êtes favorable à un financement régionalisé? En même temps, évidemment. Et vous faites tout ça en même temps, Monsieur Bonneau. Alors, il n'y a pas sur l'approche droite-gauche. Il y a dans ma sensibilité me porte à donner à cette problématique de l'accès aux soins, de l'égalité dans l'accès aux soins, une absolue priorité. Et dans l'audition que j'ai eue avec les parlementaires, certains étaient tenants d'une verticalité, d'une responsabilité de l'État qui était soi-disant garante de l'équité. Et je leur ai posé cette question, je la pose ici à nouveau. Je leur ai dit, si vous aviez raison, comment expliquer aujourd'hui qu'il y ait 40 fois plus de psychiatres sur la Côte d'Azur qu'il y en a en Centre-Val de Loire? Comment expliquer, si l'État est à ce point garant de l'équité, que dans ma région, il y a des personnes qui sont en grande souffrance psychique et qui ont une quasi-impossibilité d'accéder aux soins? L'uniformité n'est pas la garantie de l'équité. L'uniformité, c'est souvent le contraire de l'équité. Et donc, il y a des domaines sur lesquels la responsabilité doit être, à l'évidence, donnée aux collectivités, à tout le moins, des décisions qui sont articulées entre la volonté et la responsabilité de l'État et la réalité territoriale. On peut en effet considérer que l'État pourrait faire mieux, ne serait-ce que dans la répartition des professionnels de santé, mais est-ce que la décentralisation, la régionalisation, est-ce qu'on risque pas de tomber dans le syndrome des ronds-points sur les routes de France? D'aucuns disaient, je suis parti sans pour l'autoroute de Paris à, on va dire, Orléans. Si on avait mis tout l'argent qu'on a mis dans les ronds-points dans la santé, on se porterait mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même? Est-ce que l'État, peut faire mieux, mais est-ce que les régions les collectivités territoriales feraient beaucoup mieux? Oui, je veux simplement vous dire que sur les ronds-points, il faut être prudent quand on utilise les comparaisons. Moi, malheureusement, j'ai connu la période où on avait 4 fois moins de circulation, mais quand même 16 000 morts par an sur les routes. Aujourd'hui, avec 4 fois plus de circulation et un aménagement routier qu'on doit d'ailleurs en grande partie au département, il faut être là-dessus très très clair. On a et c'est encore beaucoup trop. On a beaucoup moins de morts. Maintenant, sur la mobilisation financière à laquelle nos concitoyens sont très très attentifs. Ils savent aussi aujourd'hui, la crise a montré cela, que un effort doit être fait par chacun pour dégager des moyens importants pour la médecine, pour l'hôpital public. C'était pas clair il y a 1 an et demi, c'était pas clair pour nos concitoyens. Il y avait là-dessus un débat. On sait que l'hôpital public est véritablement la condition de l'égal accès aux soins. Et on sait aujourd'hui que vous faisiez la comparaison avec d'autres pays. Notre organisation doit absolument évoluer. On a des endroits où le nombre de professionnels de santé
est insuffisant, où on a des hôpitaux qui sont en grande fragilité sur le plan des équipements. Donc cette crise remet vraiment en lumière. Oui. Monsieur Bonneau, c'est Renaud Degas qui va vous poser des questions de nos internautes. Je voulais simplement vous poser une question par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce l'hôpital public au détriment des hôpitaux privés et des hôpitaux privés participant au service public hospitalier dans votre esprit? Il faut donner à l'hôpital public et pas aux autres? Non, je ne pose pas les deux. On a une situation de fait. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on ait dans l'hôpital public l'essentiel des charges et que nous ayons dans le secteur privé exclusivement des prises en charge qui, elles, ne généreraient pas le même niveau de charge. Je suis vraiment pour une articulation et moi je félicite tout ce qui est fait aujourd'hui dans la mise en commun des moyens humains, la mise en commun des plateaux techniques. C'est quelque chose qui, je l'espère, permettra demain d'avoir une approche qui répartisse les responsabilités de manière juste et équitable. Renaud Degas, les questions des internautes. Merci Pascal. Monsieur Bonneau, bonjour. J'ai une question qui est en lien avec les sujets qu'on vient d'aborder sur le financement. Vous le savez, il y a un certain nombre d'expérimentations de financement qu'on appelle article 51 sur tout le territoire. Il y en a beaucoup en région Centre-Val de Loire. On en connaît en tout cas qui se déroulent plutôt bien. Est-ce que vous pensez que cet outil d'expérimentation serait un moyen pour faire entrer les collectivités territoriales, comme les régions, dans cette façon différente d'accompagner l'organisation des soins? Il y a beaucoup d'expérimentations 51 sur le parcours de soins des patients. Est-ce que vous pensez que là, il y a une façon légère et, je dirais, très pragmatique pour rentrer dans le jeu? Oui, il y a rentrer dans le jeu. Rentrer dans le jeu, c'est faire en sorte, par exemple, que on puisse développer au maximum les politiques de prévention. Au maximum les politiques de prévention. Aujourd'hui, je parlais des MSP, des centres de santé. Lorsque vous avez des médecins qui font un diagnostic et en lien direct avec eux, des professionnels, diététiciens, etc., qui vont intervenir pour que le comportement des gens, pour que il y ait vraiment une prévention, on aura plus d'efficacité et peut-être à terme moins de dépenses de santé. Et ça, il faut l'organiser à l'échelle d'un territoire et les collectivités peuvent jouer un rôle sous cet angle-là, c'est évident. Je vous remercie. Il y a une autre question qui a été suscitée par votre annonce de 150 postes de médecins salariés. J'imagine que vous êtes en proximité avec les différents professionnels de santé. Comment c'est reçu par la collectivité des libéraux de voir la projection de médecins salariés un petit peu sur leur territoire et leur champ de compétences? Écoutez, très franchement, parce que nous avons un dialogue constant, quand on veut faire avancer les choses, il ne s'agit pas d'opposer les gens les uns aux autres, il s'agit de créer des complémentarités, et il s'agit bien de complémentarité, et c'est vécu comme ça. Je ne fais pas des centres de santé à la place des MSP, je fais l'un et l'autre en même temps, pour reprendre l'expression précédente. Je le fais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des professionnels qui disent « moi, je veux être salarié ». Et d'autres qui disent « moi, je veux être libéral ». Eh bien, ok, faisons en sorte qu'il y ait cette coordination. Et sur le territoire, nous ne mettons pas en concurrence un centre de santé et une maison de santé pluridisciplinaire. On organise sur le territoire une complémentarité entre, au niveau de la répartition, au niveau de l'exercice, entre ces deux formes d'exercice. Et nous le faisons très, très en lien avec l'ARS et en lien avec les représentations des libéraux. On n'a pas d'opposition là-dessus, au contraire, ils ont bien compris que la région s'était engagée et continuait de s'engager pour de bonnes conditions dans l'exercice libéral, mais qu'en même temps, il entendait qu'un certain nombre de jeunes médecins ne voulaient pas s'installer au sens classique de terme, qu'un certain nombre de médecins qui étaient avancés dans leur carrière, je vais prendre l'expression, vous m'en excuserez, mais c'est ce qu'ils me disent,
en avaient marre de la paperasse et avaient envie de pouvoir exercer vraiment directement leur travail auprès des patients sans se soucier des aspects administratifs et qu'ils étaient très intéressés par les centres de santé sur une phase avancée de leur carrière. François Bonneau, ce que souhaitent aussi les médecins, c'est peut-être plus de souplesse et de la mixité d'exercices, à la fois salariés, à la fois libéral. Je pense qu'il y a peut-être des progrès, vous nous direz ce que vous en pensez. Je n'ai pas le sentiment que vous ayez complètement répondu sur l'ORDAM. Est-ce que vous êtes favorable à un ORDAM? Est-ce qu'au niveau des régions, la majorité des régions souhaitent un ORDAM? Et si vous souhaitez un ORDAM, comment vous l'organiseriez et comment vous organiseriez la péréquation? Non, je ne vais pas répondre pour l'ensemble de mes collègues des présidents de région parce que nous n'avons pas eu les échanges qui me permettraient de vous dire voilà la position de Région de France, elle est largement majoritaire, etc., etc. Donc je ne le ferai pas. Je sais qu'il y a là-dessus des approches qui sont nuancées et s'agissant des aspects financiers. On ne peut pas échapper à une vision qui est une vision à l'échelle du pays tout entier. À l'échelle du pays tout entier, attention de ne pas avoir par la disponibilité financière quelque chose qui crée des distorsions entre les territoires et donc entre les ayants droit, les citoyens. Si je comprends bien, parce que vous dites peut-être pas complètement clairement, excusez-moi, vous n'êtes pas favorable à l'ORDAM? Je ne suis pas favorable à ce que nous ayons des choses qui soient totalement sur le plan des impacts financiers à la main des régions. Ça risquerait de créer véritablement des distorsions entre les citoyens. Ce que veut vous dire en réalité Philippe, c'est après la crise ou avec la crise que nous connaissons et après la crise que nous espérons terminer dans le meilleur des temps, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans le fond, renverser la table et se dire que nos organisations du système de santé, d'une manière générale, nos organisations politiques ne fonctionnent pas comme il faudrait? Oui, il faut bien évidemment utiliser cette crise pour voir non pas de manière populiste une condamnation de l'action publique, parce qu'à bien des égards, cette action publique, elle est aujourd'hui essentielle, qu'elle soit celle de l'État ou celle des collectivités territoriales, et je me garde en la matière d'une approche populiste. On sait qu'elle est toujours positionnée, toujours aux aguets, mais cette crise, elle est un accélérateur pour voir quelles sont les évolutions nécessaires. Et dans les évolutions nécessaires... Notre tissu social supportera cette crise, selon vous? Notre tissu social, aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a la conscience que, au sorti de la crise, il peut y avoir sur le plan d'emploi, sur le plan de l'accès aux services publics, sur le plan de l'animation du territoire, des choses qui se jouent et qui creusent des inégalités. Et il faut que la crise serve à son contraire, c'est-à-dire véritablement examiner les endroits où l'action publique doit être organisée différemment. Et pour le sujet dont nous débattons, il est évident que la crise montre bien que les territoires doivent être avec l'État, mais doivent être fortement pris en compte dans l'organisation de l'offre de soins. Elle le montre vraiment très clairement, et nos concitoyens dans le sondage que vous avez... Monsieur Bonneau, un politique comme vous, un grand politique, est-ce qu'il est plutôt confiant, inquiet, étonné par les réactions de ses concitoyens? Est-ce que c'est un... Pas étonné, parce qu'il y a une accélération de désir, d'ambition que nous connaissions depuis longtemps, et il nous appartient, tous ensemble, responsables nationaux, responsables locaux, de prendre les décisions rapides qui correspondent à ces grandes évolutions, et ces grandes évolutions passent par une grande attention au territoire. Et à cet égard, je souhaite que la loi 4D, qui pour le moment n'est pas suffisamment ambitieuse sur ces points, c'est évident, que la loi 4D qui doit engager, de mon point de vue, une nouvelle phase de décentralisation, clarifie les choses et donne aux régions une responsabilité accrue, comme le souhaitent nos concitoyens, une responsabilité accrue dans le pilotage du système de santé.
Mais justement, on arrive au terme de cette émission, François Bonneau. Justement, les concitoyens, en période de crise comme en temps normal, comment mieux les impliquer, comment mieux les faire participer à les décisions? Qu'est-ce que vous faites au niveau des régions et de votre région? Il y a le projet régional de santé, mais on a l'impression que ça passe complètement au-dessus de la tête des Français. Comment les faire participer à l'élaboration d'une politique territoriale dans leur région? Dans leur région et dans le territoire où ils vivent. Quand je vous parle des maisons de santé pluridisciplinaires, des centres de santé, des formations d'aides-soignants, etc., ce sont des choses que nous discutons à l'échelle des bassins de vie, avec les élus des bassins de vie, mais aussi dans des réunions que nous organisons régulièrement avec ces citoyens pour aborder le sujet avec eux. Quand nous mettons en place des formations, nous le faisons au plus près du territoire. Donc, il faut passer par le territoire. Il faut que nous puissions porter leur volonté au niveau de l'ARS. Il faut, dans les contrats locaux de santé, c'est très important, les contrats locaux de santé que nous avons développés sur tout le territoire de la région, il faut qu'au moment de l'élaboration de ces contrats locaux de santé, les citoyens, leurs représentants, les représentants des usagers des hôpitaux, etc., soient complètement associés, les responsables des MSP complètement associés. C'est très important. Il faut, pour les professionnels sur le territoire, que les CPTS, que les communautés professionnelles de territoire de santé, que nous finançons également en région, soient concertés et que les élus soient dans ces concertations. C'est à ce prix, à la fois les usagers et les professionnels, directement concertés sur leur territoire, que nous arriverons à conforter une construction de l'offre de soins est absolument nécessaire, qui soit au plus près de leurs attentes. Et il faut beaucoup de réactivité dans les organisations. Quand j'ai pris la responsabilité, quand la région a pris la responsabilité de la formation des kinés, en région, il y avait 45 kinés formés. On n'avait pas de kinés dans les hôpitaux, on n'avait pas de kinés dans les centres de rééducation, on n'avait pas de kinés en libéral. Qu'est-ce qu'on a fait? On a porté le nombre très rapidement à 90 et nous allons le porter maintenant désormais à 110. Eh bien ça, c'est quand on écoute les territoires qu'on le sait. C'est quand un centre de rééducation nous dit nous avons 3 postes qui sont vacants, nous n'arrivons pas à les pourvoir. Là, vous prenez la décision et vous engagez. Donc il faut écouter François le territoire et des décisions rapides. Est-ce qu'on peut raisonner région, je dirais, parce que les régions sont très différentes les unes des autres. Vous, votre région n'a pas bougé, elle n'a pas regroupé plein d'autres départements et d'autres régions. Mais quand on compare votre région à la Nouvelle-Aquitaine, c'est d'un côté on compare un petit pays à un immense pays. Alors, et vous le dites bien, c'est pas la région, c'est aussi les bassins de vie, les territoires. Alors, est-ce que tout ça, faut impliquer tout le monde? C'est le sens de votre propos. Il faut impliquer tout le monde. Je connais bien le président de Nouvelle-Aquitaine. Je connais la vice-présidente chargée des sujets de santé, qui est d'ailleurs la pilote pour Région de France du pôle de ce pôle de la santé. Et je puis vous dire que dans cette grande région, comme dans les autres, la problématique de la santé, elle est désormais une problématique très forte. Certes, Centre-Val de Loire, au regard de la situation, s'est emparé du sujet depuis maintenant un certain nombre d'années, mais c'est aujourd'hui le fait un engagement fort de l'ensemble des régions. Vous avez le sentiment, on va terminer François Bonneau en vous remerciant, vous avez le sentiment que les élections régionales auront lieu le 13 et 20 juin? Oui, j'ai le sentiment et la conviction qu'il faut qu'elles aient lieu le 13 malgré juin. Malgré la crise, vous savez qu'on a quand même dit que ça avait... Dans un très grand nombre de pays, aujourd'hui, les élections continuent à se dérouler. Nous avons... Monsieur Bonneau, on a annulé ce week-end à Paris notamment et en province, on a annulé 2 élections, deux élections législatives partielles. Oui, et dans de nombreux pays, on organise la question que je pose très simplement, pourquoi pourrions-nous, sans risque, aller chez le confiseur du coin ou dans le magasin du coin chercher les chocolats de Pâques, et pourquoi 2 mois plus tard, nous ne pourrions pas, alors que le gouvernement fait tout pour que la crise décroisse, pourquoi nous n'allons pas aller voter? Aujourd'hui, la preuve n'est pas faite de cela. Est-ce que vous pouvez faire campagne? Parce qu'il y a le vote, bien sûr, c'est en juin. En juin, on espère tous qu'on ira beaucoup mieux. Mais est-ce que vous pouvez faire campagne aujourd'hui? Mais faire campagne, il va en aller des campagnes comme de tout le reste. Il faut que nous vivions avec cette crise.
On n'a pas, et heureusement, arrêté toute activité économique, toute activité d'enseignement, toute activité d'échange, parce qu'il y avait la crise. Nous nous organisons pour vivre avec cette crise, et on ne doit pas mettre la démocratie entre parenthèses. Le vote, c'est la démocratie. Nos concitoyens aujourd'hui, il faut qu'ils gardent l'énergie du collectif, l'énergie du vivre ensemble. Eh bien, aller voter, c'est l'énergie du vivre ensemble. Écoutez sous des modes adaptés, avec le numérique, la distance parfois, là où on avait du présentiel, ça fera partie d'une adaptation de la campagne. Je crois qu'on ne doit pas prendre les élections, qu'il faut que nous continuions à vivre, que la démocratie continue à vivre. Oui, certes, mais vous savez bien que si on annule, vous critiquerez, enfin les Français critiqueront, si on maintient, les Français critiqueront également, en disant que l'on prend trop de risques. C'est pas facile d'être un dirigeant aujourd'hui, non? Ne sois pas pessimiste, Pascal. Ça n'est pas simple de diriger dans la crise. Ça n'est pas simple d'être président de région dans la crise quand vous voulez que l'économie continue à se développer, que la formation des demandeurs d'emploi continue à se développer, que le service public dans nos lycées pour la restauration, etc., continue à se développer. C'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut mettre entre parenthèses la démocratie. Nos concitoyens ont aussi besoin, on le sent à travers les sujets de culture. Pourquoi la culture remonte fortement ces jours-ci, et pas simplement à la demande des professionnels, à la demande des professionnels bien évidemment, mais aussi à la demande de nos concitoyens, parce que ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'un vivre ensemble. Et la démocratie, c'est aussi le vivre ensemble. Vous fêterez en grande pompe les fêtes de Jeanne d'Arc prochainement à Orléans? Non. En grande pompe, non, mais sous des formes adaptées. Je crois que la ville d'Orléans, qui est organisatrice de ces fêtes, est en train de définir des modalités qui feront que les fêtes auront lieu sous des formes adaptées, avec moins de concentration, etc. Ce sera une adaptation à un moment particulier. Eh bien, grâce à vous, merci d'être venu sur le plateau des Contrepoints de la Santé. Un salut amical à nos amis de Tours, d'Orléans et de votre belle région Centre Val-de-Loire. François Bonneau, on a été très heureux de vous recevoir. Merci aux équipes des Contrepoints de la Santé, à Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T, notre réalisateur, Quentin Jeanne, qui porte un bon nom, bien adapté quand on est en voix avec Orléans, à la veille des acteurs de la santé, à LDC et à Hortus. Merci à nos partenaires, BVA, Carte Blanche, le groupe Pasteur Mutualité, MSD et Point Vision. On a été heureux de passer cette heure avec vous. Le sage est celui qui s'étonne, Philippe Leduc, François Bonneau. Qui a dit ça? Le sage est celui qui s'étonne? François Bonneau? Philippe Leduc? Moi, je suis Renaud sage. Degas. Je Eh bien, rien. c'était André Gide. Merci, à bientôt, bon retour. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.